épisode 4, nous parlerons des différents rôles que peuvent adopter les collectivités pour faciliter le montage des projets d'énergie. J'ai un petit mot peut-être sur le programme Les Générateurs pour rappeler ce que c'est. Du coup, c'est un programme de conseil aux collectivités qui a été lancé au niveau national et qui du coup se décline en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes 3 partenaires pour réaliser ces conseils. Vous voyez sur la carte à votre gauche le CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, qui va plutôt s'occuper des territoires nord. L'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui va s'occuper de la Gironde. Et au sud, le CIRENA, moi-même, donc je travaille pour l'association CIRENA, les citoyens en réseau pour les énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, ces 3 entités fournissent aux élus un conseil qui essaye au mieux d'être neutre, en tout cas qui sera gratuit et à minima indépendant sur le photovoltaïque et l'éolien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce programme afin que toutes les collectivités qui en aient besoin puissent nous contacter. Et c'est un programme, je précise aussi, qui est financé par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais me présenter ensuite, donc l'association CIRENA, c'est celle qui porte aujourd'hui ce webinaire. Donc pour parler un petit peu de ce que c'est que le CIRENA, c'est Citoyens en réseau pour les énergies renouvelables, je dirais que nous sommes un accélérateur de la transition énergétique citoyenne. Mais que sont ces projets d'énergie citoyen? On définit ça comme un projet de production d'énergie qui va être porté par les citoyens et par les collectivités représentant leurs habitants, leurs administrés. Et on considère qu'un projet citoyen, lorsque les habitants et les collectivités rentrent au capital, donc je vais revenir sur ces notions, mais rentrent au capital des projets et sont actifs dans la gouvernance, voire majoritaire. Donc l'idée de CIRENA, c'est d'accompagner les acteurs à réaliser leurs projets, de faire émerger ces nouveaux projets en parlant, en promulguant l'énergie citoyenne. Et nous avons aussi des missions d'animation de réseau pour du coup faire parler tous ces porteurs de projets entre eux. Et nous essayons de contribuer aux politiques publiques, que ce soit au niveau local, entre guillemets, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, le CIRENA, soit au niveau aussi national avec l'association Énergie Partagée, qui du coup fédère l'ensemble des acteurs de l'énergie citoyenne en France. Donc voilà un peu pour la présentation de CIRENA. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 2 intervenants. Donc je vais commencer par une partie un petit peu théorique sur quels différents rôles peuvent prendre les collectivités dans ces projets d'énergie renouvelable. Ensuite, nous laisserons la parole au CIFEM, le syndicat interterritorial pour l'habitat et la maîtrise de l'énergie, qui nous partagera son retour d'expérience sur ce sujet. Et après, nous voudrions bien accueillir la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Malheureusement, il y a une réunion sur la méthanisation un petit peu tendue qui se déroule ce matin dans leurs locaux. Et du coup, notre intervenant sera potentiellement disponible en fin de webinaire en fonction de l'issue de la réunion. Donc voilà, si du coup Vincent Gauthier-Duprat peut intervenir en fin de webinaire, nous essayerons de l'accueillir. Ensuite, nous laisserons place à un temps pour des questions qui ont déjà été nombreuses au moment de l'inscription, et il y aura aussi toutes celles qui seront posées pendant le webinaire. À ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions au cours du webinaire sur le chat, du coup le fil de discussion. Ça va être un petit peu difficile de prendre les questions à l'oral pendant le webinaire, c'est pour ça que je vous propose de les mettre sur la discussion. Et mes collègues vont pouvoir les récolter et ensuite on pourra les poser au moment du temps d'échange qui se situera voilà, à la fin de ce webinaire, en tout cas après l'intervention du CIFEM. Et si tout est clair pour vous, nous allons pouvoir commencer. Donc je vais commencer par cette partie un petit peu, je vous dis, théorique, en rappelant les compétences du bloc communal sur l'énergie. Ensuite, j'ai découpé un petit peu ces différents rôles en trois grands morceaux que j'ai nommés facilitation, co-développement et ensuite maîtrise d'œuvre. Un petit rappel du coup sur le cadre juridique énergétique, tout ça pour rappeler que les collectivités ont comme compétence
donc collectivités du bloc communal, hein, les communes, les EPCI, ont comme compétence la distribution de l'énergie, la planification énergétique avec donc ces fameux PCAET, plan climat, air, énergie territoriaux, obligatoires pour plus de 20 000 habitants et sur la base du volontariat pour les communes, pour les collectivités un peu plus petites. Notamment aussi ce côté maîtrise de la demande en énergie. Quand on parle de planification, de distribution, il y a vraiment cette idée de contribuer aux actions de MDE, du coup, en abrégé, maîtrise de la demande en énergie. Donc c'est vraiment le côté consommation qui se décline à la fois en termes de sobriété énergétique et en termes d'efficacité énergétique. On pourra revenir sur cette notion peut-être dans un temps ultérieur si ça vous questionne. Et sur notre sujet, la production d'énergie renouvelable. Il faut savoir que c'est une des compétences maintenant du bloc communal et que la participation au financement et de ces projets est rendue possible depuis déjà 2015. En ce moment, il y a aussi des discussions sur ce qu'on appelle les communautés énergétiques. Donc, c'est une notion qui a été développée à l'échelle européenne et qui est en train de se transcrire dans le droit français en ce moment. Mais c'est une idée de pouvoir donner plus de moyens juridiques aux collectivités, à la fois pour produire, pour distribuer et pour vendre l'énergie sur leur territoire. C'est une simplification du système juridique autour de cela. Ensuite, je vous disais, voilà, j'ai un petit peu découpé les différents rôles de la collectivité selon 3 parties en fonction de la présence dans le projet. Pour commencer, avec moins de présence, le côté facilitation et accompagnement. Donc, c'est vraiment le moment où on va... Enfin, du coup, je vais détailler, mais c'est l'idée où la collectivité n'est pas au capital, ne rentre pas dans la gouvernance du projet. Ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler le co-développement, lorsqu'on va, du coup, développer un projet avec plusieurs partenaires. Et on peut distinguer un petit peu 2 cas. Le côté où la collectivité participe, du coup, à cette gouvernance, à ce financement, et le côté où elle commence à maîtriser la gouvernance, donc avec plus de 50% de poids dans la gouvernance. Et ensuite, lorsqu'une collectivité maîtrise entièrement son projet, là, on peut vraiment parler du coup de maîtrise d'œuvre. La collectivité agit toute seule pour développer son projet. Donc voilà un petit peu les 3 rôles que j'ai appelés pour cette présentation. Autrement dit, voici un graphique qui peut un peu mieux peut-être schématiser la présence d'un projet vraiment depuis l'œil, le regard de la collectivité. Vous retrouvez ce côté maîtrise d'ouvrage, ce côté co-développement et le côté un petit peu bailleur. Donc là, c'est vraiment dans le cas où un projet se réalise sur le domaine de la collectivité, que ce soit le domaine privé ou public. Donc là, un peu ce côté bailleur, où la collectivité va toucher des loyers et des taxes liées au projet sur son territoire. Vous voyez par contre cette flèche qui indique l'engagement qui devient de plus en plus croissant lorsqu'on se tourne vers la maîtrise d'ouvrage. En effet, on est seul sur le projet. Mais du coup, on remarque aussi sur cette flèche que les recettes et du coup la gouvernance pour la collectivité sont d'autant plus importantes. C'est un petit peu l'idée de plus on met de billes, plus aussi on a de retours par rapport à ce qu'on a fait. Effectivement, il y a des récentes études qui ont montré que lorsque une collectivité est impliquée dans la société de projet, dans la gouvernance, les retombées économiques pour le territoire sont au moins 2 fois supérieures. En quoi cela, ça s'explique car lorsqu'une collectivité peut influer sur les décisions prises dans le projet, elle peut donc influer sur les acteurs qui vont participer, notamment tous ceux qui peuvent s'occuper, je pense par exemple à la maintenance des centrales, la conception, la fabrication, tout ce qui va être travaux publics. Et du coup, la société peut, la collectivité peut influer pour que ces acteurs-là soient sur le territoire. Et du coup, les retombées retombent et on remarque jusqu'à 2,5 fois, c'est la moyenne qui a été lancée sur une récente étude de l'ADEME et de Énergie Partagée. Donc, ce côté facilitation, je le décline en 3 parties, le côté relationnel, financier et administratif. Ce côté relationnel, lorsque la collectivité, qui, elle, connaît bien son territoire, contrairement aux développeurs ou aux tiers qui voudraient développer un projet, si la collectivité arrive à mettre en relation les acteurs, donc que ce soit donc les habitants, les constructeurs, les propriétaires de terrain ou de toiture,
ou en tout cas de domaine, c'est le fait de pouvoir mettre en relation tous ces acteurs, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter le développement des projets. Pareil, dans ce côté connaissance du territoire, si la collectivité met à disposition certaines données territorialisées, a fortement facilité l'installation des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. On peut aussi penser à complètement de la mise à disposition, que ce soit sur le foncier communal, du domaine public ou du domaine privé. On pense par exemple généralement dans des projets photovoltaïques aux toitures, qui sont qui sont le domaine des collectivités. Forcément, ça va faciliter la réalisation du projet. J'ai mis aussi le soutien à l'organisation de la concertation. Donc là, c'est plutôt pour les projets un peu plus importants, donc qui vont vraiment être au-dessus du mégawatt. Je ne vais pas revenir sur ces termes de puissance car ils ont été développés dans les épisodes précédents. Donc à partir des échelles de plusieurs mégawatts, lorsqu'il y a, ou notamment pour les projets éoliens, où il y a une obligation de faire une concertation, une enquête publique, si la collectivité participe, cela aide grandement. Sur le côté financier, la mise en place de subventions, pareil, peut notamment aider. Je pense par exemple au témoignage de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, qui j'espère du coup va pouvoir se faire, mais où Vincent me disait que le fait de payer des études, par exemple de structure et d'amiante, ou alors complètement du désamiantage pour les toitures des collectivités, forcément ça rend un peu plus viable économiquement les projets, donc du coup ça les facilite. Pareil pour la mise en place de fonds de garantie. Donc là, je pense notamment aux porteurs de projets qui vont être citoyens ou ceux qui n'ont pas forcément autant de moyens. Le fait que la collectivité garantisse le prêt est un gros avantage. Sur le côté administratif, je parlerai aussi de la modification des plans locaux d'urbanisme. Forcément, quand un projet, quand une zone détectée semble bien pour un projet, que les études sont menées, mais qu'elle n'est pas forcément classée en tant que zone à urbaniser, ça peut poser certains problèmes pour le montage des projets, pas forcément tous. Mais du coup, cette modification de PLU, lorsque les élus la réalisent, ça aide grandement les développeurs et les porteurs de projets. C'est pareil, quand la collectivité affiche son soutien au projet, cela aide grandement à obtenir des autorisations administratives. Je pense par exemple à celles délivrées par le département, la DDT. Ensuite, passons à ce qu'on appelle le co-développement. C'est l'idée de développer à plusieurs un projet, notamment de le dérisquer, parce qu'on sait que ce genre d'investissement comporte des risques si le projet capote. Et donc l'idée, c'est de porter à plusieurs. Comme dit le petit encadré, le co-développement doit servir à faire avancer les projets en impliquant les acteurs du territoire. C'est l'idée à la fois de faire participer les acteurs privés, les acteurs publics et les acteurs citoyens. On voit du coup que les retombées, comme je disais, territoriales seront plus importantes et que la gouvernance, forcément, va être plus partagée. Si on fait intervenir tous les acteurs du territoire, on peut penser, en tout cas, ça donne des grandes chances que ce projet soit plus démocratique. Le co-développement est défini à partir du moment où il y a une entrée au capital, une entrée dans la gouvernance. C'est là où vraiment on peut parler de co-développement. Comme je vous disais, depuis 2015, les collectivités ont le droit de participer financièrement directement aux sociétés de projet, que ce soit donc, à travers une SEM ou dans une SIC ou dans une SAS, format la plus classique. Et je précise quelque chose d'important qui n'est pas forcément connu de tous, c'est le fait que la répartition de la gouvernance dans un projet n'est pas forcément proportionnelle au capital détenu par chacun des acteurs. C'est notamment le cas pour des projets de grande importance où peut-être les acteurs privés qui développent le projet vont apporter un capital plutôt important, peut-être par exemple les 3/4 du capital, mais la gouvernance peut être détenue quasiment à moitié, voire même la majorité par des acteurs publics. Ce sont des cas qui se sont déjà vus. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui se négocient pendant le développement du projet. Et je vais revenir un petit peu sur cette notion de société de projet qui est classique dans le co-développement. Donc une société de projet qu'on appelle aussi SPV, c'est un terme anglais, pour dire que c'est vraiment un véhicule juridique qui va permettre de réunir
toutes les parties prenantes d'un projet d'énergie renouvelable. Donc, on va avoir les investisseurs, que ce soit les investisseurs financiers, les investisseurs locaux. Donc là, je pense à vos habitants, je pense peut-être au syndicat d'énergie, au SEM, à toutes les structures, qu'elles soient publiques ou citoyennes, qui sont sur les territoires, voire potentiellement des acteurs privés du territoire qui peuvent investir. Donc, on va avoir les autorisations administratives qui vont être du coup données à cette société de projet. Cette société va aussi réunir les constructeurs, les opérateurs, les clients, les assurances. Et voilà. Donc, d'avoir tout ça réuni dans une même société, ça permet notamment d'aller voir les banques et les assurances et leur faciliter la vie pour avoir un seul interlocuteur. Donc, voilà un petit peu cette notion de société de projet qui donc peut être une SAS, une SA aussi, ou notamment aussi une SIC, qui sont un petit peu des modèles émergents. Une SIC, ça signifie Société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est une société qui va avoir une lucrativité limitée, qui va vraiment obliger les porteurs à faire un projet qui soit d'intérêt collectif général et non pas un projet lucratif. En tout cas, ça limite ce côté-là. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Et donc là, c'est vraiment quand la collectivité est maître sur toutes les étapes du projet, qui du coup sont listées dans ce tableau sur la gauche. On voit bien que la collectivité va porter tous les investissements, que ce soit en termes d'investissement pour le projet ou en termes de fonctionnement, qu'elle est bien propriétaire de ce projet. Donc c'est ce qu'on appelle les régies. Après, on se doute quand même que les collectivités n'ont pas les moyens en interne, en tout cas n'ont pas les ingénieurs ou les techniciens en interne pour concevoir ces projets ou les réaliser. En tout cas, c'est des choses qui sont assez rares, même si ce n'est pas impossible. Mais donc, du coup, ils font appel à des prestataires pour la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études souvent. Ensuite, par contre, la collectivité peut s'occuper de l'exploitation, de la maintenance et de la facturation, commercialisation de ces projets. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt une régie internalisée. Donc, c'est possible notamment, je vous parle de ça notamment parce que c'est des choses qui se voient déjà peut-être dans les milieux de l'eau ou de l'énergie à grande échelle, mais les projets d'énergie renouvelable sont à échelle très variable. En effet, surtout quand on parle de solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, qu'on parle de géothermie avec des boucles de chaleur, qu'on parle de bois énergie. Ce sont des projets qui peuvent vraiment se réaliser à l'échelle d'un village de 500, 1000, 2000 habitants, d'une petite ville. Donc c'est pour ça que, contrairement aux centrales nucléaires qui ne vont pas être portées par des collectivités, et encore moins les collectivités rurales, avec les énergies renouvelables, on a la possibilité de prendre en main un petit peu la production d'énergie et donc du coup d'avoir ce modèle de régie qui peut venir en place. Sur ce sujet-là, il faut quand même avoir conscience que si on porte tout seul les investissements, on porte aussi tout seul les risques. C'est pour ça que certaines collectivités se tournent vers le co-développement afin de ne pas être seul en termes financiers, en termes de gouvernance et aussi en termes de connaissances et de savoir-faire, hein, tout simplement. Mais si vous décidez de porter tout seul le projet, sachez qu'il y a ce qu'on appelle l'AMO, l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, qui aide vraiment à gérer toutes ces étapes de projet, du développement, la conception jusqu'à aussi l'exploitation. Par exemple, le CRER, qui est partenaire, qui est générateur, qui s'occupe de ce programme, propose ce genre de service. Donc là, je vous ai présenté le côté régie. Il y a aussi d'autres délégations, d'autres modes de gestion possibles qu'on appelle délégation à fermage ou délégation concession. C'est des termes que vous verrez si vous intéressez à ce sujet-là. Donc voilà, là, je vous ai présenté un petit peu les trois types de participation, de rôle que peuvent tenir une collectivité dans le développement de ces énergies renouvelables. J'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat ou même de vive voix peut-être à la fin de ce webinaire. On pourra aussi vous faire passer notamment les diaporamas si vous avez des questions, vous voulez revenir sur des sujets. En tout cas, j'espère que ces trois rôles vous auront amené à vous poser des questions sur les rôles que vous voulez emprunter dans ces projets. Et il y a aussi, là, je vous ai mis quelques questions pour aider à se questionner, savoir voilà, quelle place on veut donner aux énergies renouvelables dans son territoire.
quel est son positionnement en termes de gouvernance publique et citoyenne, quelles compétences on a aussi en interne avant avant de se lancer dans ce type de projet, quelles implications, est-ce qu'on a les finances qui vont derrière, et si on n'a pas les finances, est-ce qu'on veut impliquer les habitants, est-ce qu'on va impliquer la SEM par exemple qui va être à côté de chez nous. Voilà, donc vous avez une certaine suite de questions pour vous aider à vous questionner sur ces sujets. Et ensuite, voilà, donc c'est la fin de la présentation et je vais passer la parole au CIFEM. Et bonjour. Bonjour Bertrand, on t'entend bien. Tu peux y aller. Merci. Bon, je me présente rapidement. Je t'indiquerai quand je souhaiterais que la diapo avance. Donc, je suis Bertrand Matta, je suis le responsable du pôle énergie, climat, ressources locales au sein du CIFEM. Ouais, tu peux mettre la diapo d'après qui permet de présenter succinctement, parce que le temps est quand même un peu contraint, mais je voulais vous présenter quand même qui on est. Le CIFEM, c'est donc un syndicat mixte qui travaille pour le compte. Il a été créé et il a 3 communautés de communes adhérentes à ce syndicat, donc c'est 122 communes et un peu moins de 60 000 habitants. Alors, je n'ai pas fait un repérage géographique, mais pour vous positionner, on est sur le sud-est Gironde, on va dire, hein. Donc, 3 communautés de communes, limitrophes un petit peu avec la Dordogne, le Lot-et-Garonne. C'est un syndicat qui a été créé en 1987, donc c'est entre guillemets un vieux syndicat, créé à l'initiative d'élus qui avaient à l'origine des problématiques liées au logement et qui ont souhaité, sur le territoire, mettre en place, en régie, pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure, un outil qui leur permet de mettre en œuvre et de développer leur politique publique en matière de logement puis d'énergie. Donc il y a 2 grands pôles, hein, le pôle habitat-logement. Je vais moins en parler aujourd'hui, mais il est essentiel et c'est lui qui représente la masse salariale quasi de la structure, puisqu'il y a un énorme travail à faire. On anime et vous les connaissez sûrement, les plateformes, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et autres. Et moi, j'ai la charge de l'autre service qui est dédié spécifiquement aux collectivités, justement pour leur permettre de mettre en place leur politique publique, d'analyser un petit peu quels sont leurs leviers d'action et comment intervenir sur le territoire. Voilà, le rôle du pôle, le public, c'est les collectivités, les entreprises et les ménages privés. Je ne reviendrai pas dessus, mais en fait, on a travaillé, nous, sur ce service-là, la mise en place de ce qui s'appelle encore le SAR, mais qui sera tous les dispositifs d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui vont venir compléter les OPA qui existent depuis plusieurs dizaines d'années chez nous. Le gros du travail, il est quand même auprès des collectivités de travailler sur les problématiques de rénovation énergétique des bâtiments publics, de développement des renouvelables, que ce soit la chaleur renouvelable, l'électricité ou le gaz. On anime sur le territoire la filière forêt-bois. Ça paraît essentiel quand on veut développer la chaleur renouvelable de s'intéresser à la ressource. Et puis, bien sûr, on a accompagné et même co-animé le volet énergie du plan climat, alors qui se fait à une échelle un tout petit peu plus grosse que la nôtre, puisqu'il y a 2 autres communautés de communes, en plus des 3 adhérentes chez nous, pour les aider à se projeter en 2030 et 2050 dans le cadre du plan climat, donc la réduction des besoins, le développement des renouvelables. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc nos missions globalement sur le territoire, alors déjà dire ce qu'on n'est pas, on n'est pas bureau d'études, on n'est pas architecte, on n'est pas maître d'œuvre, on n'est pas assistant de maîtrise d'ouvrage. On est là pour informer, sensibiliser les collectivités du territoire à ces sujets-là, qui sont de plus en plus techniques, hein, de les conseiller de façon neutre et objective et de leur fournir des documents d'aide à la décision pour qu'ils puissent prendre des choix éclairés dans tous ces domaines-là, et en particulier sur comment on intervient sur le territoire et jusqu'où on va en termes de compétences, d'intervention pour aider au développement. On accompagne les porteurs de projets, alors de façon un peu plus précise sur tout ce qui est thermique du bâtiment, puisqu'on est des thermiciens à la base au sein de la structure. Un petit peu moins, on va dire, j'en parlerai après, sur les gros projets photovoltaïques et méthanisation par exemple, mais on intervient quand même. Et puis surtout, on anime le territoire. Nous, on pense très clairement que sur un territoire, s'il n'y a pas d'animation dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de projets, quoi. Le constat que l'on peut faire aujourd'hui sur notre territoire, alors je le reprécise, on a un territoire quand même rural, hein. La plus grosse commune fait moins de 5000 habitants, donc voilà, on est sur un territoire qui est quand même rural.
alors qu'il y a du coup des avantages et des inconvénients. Quand on regarde un petit peu le bilan du plan climat, il n'est pas du tout le même que sur la métropole, par exemple. Il est beaucoup plus empreint et impacté par les transports, par le chauffage des bâtiments. Donc voilà, la problématique sur notre territoire, elle est là, un territoire assez diffus en termes d'habitat, avec des densités énergétiques assez faibles, et donc assez contraint en termes de montage de projets et de modèles économiques. Ce qu'on remarque depuis le début, c'est pour ça qu'on a mis en place le CIFEM, c'est que les collectivités rurales du territoire, je pense que c'est des territoires nationaux, ils n'ont pas les moyens suffisants aujourd'hui en interne pour avoir de l'information, de l'ingénierie, de l'accompagnement. On pense toujours, et c'était un peu le leitmotiv de l'ADEME il y a plusieurs années, pour bien agir, il faut bien connaître. Voilà, et connaître son parc bâti, ses possibilités de production locale, ses potentiels en renouvelables, c'est essentiel pour pouvoir développer des choses sur le territoire. Faire des choix Intervenir, Bertrand, pour bien préciser sûr. que sur ce côté-là, du coup, comme disait Bertrand, c'est un constat qui est partagé au niveau national et c'est vraiment l'origine un petit peu du programme Les Générateurs. Donc les générateurs, ça va être au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et là, c'est le territoire, on a la chance d'avoir le CIFEM chez eux. Voilà, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on n'a pas toutes les compétences. Et du coup, dans ces actions-là, la vie des réseaux, l'utilisation des réseaux, au niveau des régions, elle est essentielle. Il faut pouvoir avoir les outils à disposition et les réseaux qui fonctionnent. Et puis, bien sûr, pour développer les projets, il faut pouvoir être accompagné. Donc, les communes, en 2007, elles ont décidé de créer ce service pour leurs propres besoins. Leurs propres besoins, ça veut dire leur patrimoine, mais ça veut dire aussi faire de la prospective territoriale énergétique, travailler sur des projets de production d'énergie renouvelable. Et donc voilà, en 2007, elle a créé ce service-là pour les collectivités. Et puis petit à petit, avec le temps et la montée en compétences en fait du territoire et des élus, les collectivités elles sont souhaitées s'engager encore plus alors en l'occurrence, valorisant leur foncier pour mettre en œuvre des unités de production d'ENR et de s'impliquer dans la gouvernance. Ce mot gouvernance, je vais y revenir plusieurs fois, mais il est, à mon avis, essentiel sur le territoire, d'autant plus aujourd'hui avec l'actualité et ce qui se passe au niveau de la filière énergétique nationale, voire mondiale. La gouvernance, elle est plus qu'importante sur nos territoires. Un petit bilan, mais je vais passer rapidement. Depuis 2007, pour permettre aux collectivités d'intervenir de façon éclairée, on réalise des audits. Donc, on a audité à peu près 440 bâtiments publics sur le territoire, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu 441 chantiers. À aujourd'hui, c'est 120 chantiers de rénovation globale sur des bâtiments publics qui ont été réalisés. Et puis, sur les ENR, de la même manière. On voit que la problématique principale aujourd'hui, c'est de répondre à des besoins de chauffage, parce que c'est ce qui touche directement les collectivités. Petit à petit, voilà, on arrive maintenant sur des projets de production plus importants d'énergie renouvelable. Un petit bilan, alors j'ai centré la présentation sur la production, puisqu'on est sur les générateurs photovoltaïques, méthanisation, production sur les réseaux, plutôt que sur la problématique des chaufferies de masse sur le territoire. On a un certain nombre de projets qui se développent sur le territoire. La plupart se sont développés, en tout cas pour ce qui est du photovoltaïque. J'ai un écho, en fait. Tu as un écho, c'est ça? Ouais. Nous, on t'entend bien, en tout cas. Moi, je t'entends bien. Bon, je vais enlever voilà, les projets photovoltaïques qui se sont montés au fil du temps sur le territoire, sur un modèle qui est un peu l'ancien modèle dont tu parlais tout à l'heure, où voilà, quand on est sur du foncier public, on a un positionnement de bailleur et pas de porteur de projet ou de participant à la gouvernance. La plupart des projets se sont faits comme ça. Et puis depuis quelques années, depuis 2 ans, on a les collectivités voilà, qui s'engagent dans des projets en regardant le foncier qu'ils ont à disponibilité ou en soutenant des porteurs de projets privés, mais je vais y revenir. Sur la méthanisation, c'est pareil, pas exactement puisque les projets ne sont pas portés par les collectivités, c'est les projets agricoles, mais j'y reviendrai tout à l'heure en vous présentant la SAS Agri-Énergie sur lequel il y a un gros travail de fait sur le soutien des collectivités à ces projets-là de différentes manières, de la phase d'émergence, de la phase consultation jusqu'à l'exploitation aujourd'hui. Et puis des projets, justement, on l'a indiqué quand même, des projets qui ont été avortés, abandonnés, qui étaient beaucoup plus vieux en date et à un moment où on n'était pas encore sur ce soutien au projet. Et en l'occurrence, ce projet Méta-Énergie là, sur Taïkava n'a pas pu se faire. Et on sait aujourd'hui que c'est parce qu'en fait, ils étaient seuls
Il n'y avait pas beaucoup de co-développeurs et de partenariats sur ce projet, ce qui aurait facilité les démarches auprès des banques. Si tu peux Diapo suivante. Ouais. Ouais, voilà. Rapidement sur la stratégie PSAET, mais je crois que ces graphiques ils se ressemblent un peu sur tous les territoires, mais juste pour mettre en exergue le fait que, on le voit sur le graphique de droite, hein, l'objectif bien sûr c'est de réduire les besoins, donc de réduire les quantités d'énergie importées et d'augmenter la production locale. Et on voit si on regarde dans ce détail que les deux grands enjeux, si on arrive bien à réduire les besoins énergétiques, il n'est pas forcément sur la chaleur renouvelable, parce qu'on voit qu'on est quasiment constant en fait en termes de production renouvelable. Donc, pour les gens qui s'inquiètent sur la ressource forestière, par exemple, on leur démontre que si on respecte ce plan, on ne va pas prélever plus de biomasse sur le territoire, mais on va répondre à plus de besoins. Par contre, pour ce qui est de la production d'électricité et de biogaz, là, il y a un enjeu important. On multiplie par, vous voyez, 95% d'électricité supplémentaire renouvelable. Donc là, il y a un vrai enjeu à développer cette filière sur le territoire, et c'est là où les élus souhaitent intervenir à différents niveaux, que ce soit de la prospective jusqu'à participer au projet, valoriser leur toiture, ombrières et autres. Donc voilà, c'est un sujet depuis quelques années qui est de plus en plus prégnant. Et Alors, après, tu voulais nous parler d'un projet photovoltaïque, c'est bien ça, Bertrand? ouais, sur le zoom que je fais juste après ces trois slides-là, on va zoomer sur le retour d'expérience de deux projets qui illustrent un petit peu ce que je viens de dire. Est-ce que tu veux rester sur ces slides-là ou je passe directement aux slides suivantes? Alors, je vais dire juste de deux mots sur par slide, puis tu pourras les passer. C'est ces trois étapes, mais tu en as parlé tout à l'heure. En fait, hein, on est bien sur les mêmes typologies d'action. Très en amont, études et planification territoriale, prospective territoriale. La collectivité, elle est là pour mettre en place de l'animation sur les territoires, informer, sensibiliser, voilà, participer à monter en compétence un peu des territoires, mettre en place des outils. On fait quelques guides de sensibilisation d'information, par exemple sur le photovoltaïque et puis sur d'autres sujets. Réaliser les études de potentiel dans tous les domaines, et puis bien sûr participer à tout ce qui est planification et stratégie énergétique territoriale. C'est en premier lieu le rôle des élus et des collectivités du territoire. La deuxième étape, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est faciliter, aider, accompagner les porteurs de projets. Donc c'est pour nous très important d'animer des filières sur les territoires. Et donc avec l'aide des générateurs, avec l'aide des partenariats qu'on peut avoir avec les départements, l'ALEC, c'est voilà, de pouvoir animer les territoires pour aider les élus à avancer sur ces sujets-là. Et puis participer le plus possible, faciliter dans le cadre des comités de pilotage, des réunions publiques. C'est là aussi pour nous important en termes de rôle des collectivités. Et puis le troisième, c'est le développement de projets. Effectivement, participer à la gouvernance, à la réalisation, voire à l'exploitation des projets. Pour nous, on pense que souvent les collectivités nous disent, mais nous, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de trésorerie non plus, mais elles ont du foncier. Et ce foncier, lui, voilà, ça peut être un moyen aussi de développer certains projets. Alors en rentrant dans le triptyque habituel, l'appel à manifestation d'intérêt, qu'elle soit spontanée parce qu'un privé est venu solliciter la commune, ou qu'elle soit volontaire fait par la commune, jusqu'à éventuellement aller sur de la co-entreprise avec contrôle étroit de la collectivité. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce sujet-là, mais il est en étude chez nous. On a en l'occurrence un projet qui pourrait se développer de cette manière-là, ce qui permet à la collectivité d'entrer au capital en mettant un petit peu dans le projet son foncier et de pouvoir être au même niveau de gouvernance, on va dire, que le co-développeur. Je pourrais répondre à des questions, mais ça serait très long de présenter tout le dispositif. Mais Énergie partagée est au fait de tous ces sujets-là. Et puis après, quand on n'est pas sûr du foncier public, c'est de participer à l'investissement, soit en entrant au capital, soit pour nous, ce qui serait l'idéal, mais très honnêtement, on n'y est pas arrivé aujourd'hui, d'avoir la mise en place d'une société d'économie mixte sur le territoire. Ok. Pour On illustrer va ça, passer aux exemples concrets du coup. ouais, je vais essayer d'être rapide. Tu peux me dire combien de temps il me reste? Il te reste à peu près quelques minutes, 3-4 minutes, quelque chose comme Ok. ça? Bon, donc l'exemple de la commune de Branins, alors il y en a d'autres, mais celle-là, elle illustre bien en fait la position de la collectivité au fil du temps par rapport à ces problématiques-là. C'est une commune qui s'est engagée progressivement. Si tu peux passer à la diapo d'après pour voir de quoi on parle, hein, Branins, c'est 235 habitants, 600 hectares. Vous voyez, donc en termes de densité, c'est pas très important. Par contre, il y a du foncier disponible sur ce territoire-là. Et la collectivité a commencé à s'intéresser à ce sujet-là. Voilà, en 2018, une sollicitation d'un opérateur, bon, en l'occurrence Total Énergie, sur un terrain privé. Donc la collectivité, là, n'est intervenue qu'en soutien. Donc elle a aidé le porteur de projet à monter ce projet-là, l'a accompagné.
elle a insisté et fortement insisté pour que le développeur travaille sur une solution de financement participatif. Alors, pour être très honnête, nous, sur le territoire, tout ce qui est financement participatif ou projet citoyen, on avance petit à petit. Et heureusement qu'il y a Sirena et les partenaires pour nous aider. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à créer vraiment des projets citoyens, autant le terme le plus vertueux du sens. Deuxième étape, en 2021, la collectivité a vu ce que c'était, elle a suivi un peu nos études de potentiel, les formations, les sensibilisations, et elle s'est dit, bah, j'ai une toiture, j'ai une salle des fêtes, j'ai une toiture d'environ plusieurs centaines de mètres carrés, et elle a développé toute seule son projet photovoltaïque sur le toiture de cette salle des fêtes. Et puis, étape supplémentaire, en 2022, elle avait un foncier disponible qui est une friche, hein, qui n'est pas des surfaces agricoles, hein, donc qui pose un petit peu moins de soucis en termes réglementaires et environnementaux, d'étudier un projet sur une parcelle d'environ 3 hectares, sur laquelle on a imaginé mettre en place une centrale photovoltaïque en revente totale, et puis un projet d'autoconsommation collective que la commune souhaite mettre en place. D'ailleurs, s'il ne doit y avoir qu'un projet, ce sera celui-là. Ça, c'est un projet qui est encore à l'étude. Et donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, une consultation de différents partenaires. Là, en l'occurrence, c'est la SEM Bordeaux Métropole Énergie qui a été choisie pour comporter ce projet. Et puis, justement, sur ce projet-là, qui sera porté en partenariat avec Enercop, c'est de travailler, bien évidemment, avec les citoyens consommateurs potentiels du territoire, mais même citoyens au sens large sur le territoire, avec une zone d'autoconsommation qui déroge et qui va aller jusqu'à 20 km, qui va permettre d'aller alimenter un ensemble de bâtiments publics et d'établissements publics, en particulier des syndicats d'irrigation, quelques industriels et puis bien sûr un ensemble de citoyens sur le territoire. Donc une toute petite commune qui petit à petit a monté en compétence et a vu que c'était possible de faire des choses sur le territoire. Bien évidemment, autour de ça, il y a la communauté de communes qui s'intéresse, les régies locales aussi d'électricité. Voilà. Nous, notre rôle du CIFEM, c'est vraiment de faciliter les choses, de mettre les gens autour de la table, d'aller chercher Sirena quand on en a besoin et sur ces projets-là, pour faire appel à l'ALEC et aux partenaires. Et puis le deuxième exemple sur lequel je voulais zoomer, donc c'est un projet privé, hein, Agri-Énergie, porté par des agriculteurs, mais c'est un projet collectif déjà agricole, c'est pas le plus simple à monter, et c'est un projet qui a vraiment bénéficié de l'aide des collectivités au sens large, que ce soit les services de l'État, les communautés de communes, les communes alentours, pour aider à la mise en place de ce projet-là, de veiller aussi à que tout le montage se fasse de la façon la plus vertueuse possible. Je sais que Vincent là, a été occupé sur des réunions publiques de méthanisation. On a justement essayé d'anticiper ces choses-là et d'organiser des réunions avec les associations environnementales, avec les citoyens. On en a fait un certain nombre, des réunions publiques, pour être sûr qu'il y ait le minimum d'opposition possible. Il y en aura toujours. Donc voilà, vous voyez la carte de l'unité de méthanisation et les partenaires. Là aussi, c'est un projet agricole, mais sur lequel les industriels sont venus autour de la table parce qu'ils étaient intéressés, bien évidemment, en termes d'exutoire de biodéchets et de déchets. Donc aujourd'hui, si tu veux mettre la dernière diapo, on a vraiment un projet. Bon, ça, c'est les infos techniques de ce que produit la méthanisation. Voilà, ce projet-là a été monté en plusieurs étapes. Et en 2015, c'est l'étude qu'a réalisée le CIFEM avec Solagro de potentiel, qui a montré qu'il y avait des possibilités sur le territoire de mettre en place des projets. Et puis, entre 2015 et quelques années plus tard, voilà, on a, alors en l'occurrence, là, l'agriculteur est aussi un élu. Donc, il a entendu, en fait, et il a vu ces études qu'on avait fait à l'époque. Et sur ce territoire-là, ils se sont emparés un petit peu du sujet. Ils ont créé l'association en 2017, préfiguration du méthaniseur, et la SAS en 2018-2021. Nous, notre rôle, ça a été d'organiser toutes les réunions, même aussi en sous-préfecture. Hein. On a un sous-préfet qui a vraiment aidé à la mise en place du projet en mettant autour de la table tous les services de l'État, le SDIS, voilà, pour faire que les délais soient pas trop longs. Vous voyez que le montage des projets quand même, peut être assez long. Et on voit qu'il y a des communes, des syndicats de déchets, la chambre d'agriculture aussi, le département, qui sont venus et qui sont partie prenante du projet, puisque vous voyez qu'ils sont au capital. Bien évidemment, la majorité du capital est aux agriculteurs. Et le reste, voilà, de la gouvernance, elle est dans les mains de citoyens, de collectivités, d'industriels. Par rapport au financement citoyen, là aussi, on n'a pas été très bon. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'améliore là-dessus.
Il y a juste eu une ouverture d'une partie du capital à du financement citoyen et on s'est aperçu rapidement, parce qu'on n'a pas fait tout le travail d'animation, de communication qu'on aurait dû faire par exemple avec Sirena sur le territoire, parce qu'on était contraint par le temps. Le financement, il est venu de gens qui habitent très très loin d'ici. On était un peu déçus là-dessus. Il y a eu environ 500 000 euros de fonds levés dans ce cadre-là, mais sur lequel je crois qu'il y a à peine 10% de gens du territoire qui ont investi. Donc là, on n'a pas été très bon. Mais ce projet, voilà, il illustre très bien ce que peut faire la collectivité, même si elle ne va pas être porteuse, même si on n'est pas sur du foncier public, pour faciliter les projets, puis veiller aussi à ce que ces projets-là soient le plus, voilà, avec une gouvernance la plus partagée. Pour info, on a 2 méthaniseurs, vous l'avez vu. Bah, le deuxième méthaniseur, il s'est fait dans un cadre complètement différent, avec un industriel, agriculteur presque industriel, qui a monté son projet sans forcément créer des partenariats avec des collectivités locales. Voilà, c'est une autre façon de voir se développer les projets. Et je crois que ce projet-là, Agri-Énergie, il est assez exemplaire en fait au niveau régional sur le montage et sur voilà, comment il a été conçu. Et merci Bertrand Ouais. pour ton témoignage. Je pense qu'on va passer du coup, au témoignage de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et Vincent qui a pu voilà, venir nous faire son témoignage. Euh, Est-ce que là, donc Vincent, tu pensais nous parler de 3 choses. Est-ce que tu pourrais en parler peut-être que de 2, qu'on ait un petit temps pour quand même Ouais, répondre aux questions? je vais accélérer, oui, en effet, parce que je suis arrivé en retard, désolé. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? On t'entend bien, c'est bon pour nous. Peut-être si tu Ok. pouvais. Je vais, Vas-y, je te laisse la je parole. vais, peut-être les deux premiers, c'est les deux plus un peu spéciaux. Vas-y, on t'écoute Donc sur moi, ces 2 projets. Vincent, je me présente, je m'appelle Vincent Gauthier-Duprat et je suis animateur du plan climat à l'Agglo de Guéret. Donc l'Agglo de Guéret, juste pour vous replacer, c'est une agglo, c'est la plus petite agglo de France ou quasiment, une agglo très rurale. Et on totalise 30 000 habitants pour 25 communes au plein cœur de la Creuse en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, déjà, merci à Cyrena de me proposer ce témoignage. Moi, je vais vous parler de 2 choses du coup qu'on a fait et de 2 rôles que la collectivité peut avoir dans les énergies renouvelables. Un repérage de terrain dégradé et un co-développement d'un projet. On va zapper la maîtrise d'ouvrage. Euh, j'ai vu dans les questions qu'il y a eu il y a eu des questions auxquelles je vais peut-être répondre, notamment grâce à la slide suivante, s'il te plaît. Nous, du coup, à l'Agglo de Guéret, en fait, on a commencé à travailler sur les énergies renouvelables en 2019 par une charte de bonne conduite. Parce qu'en fait, on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de développeurs photovoltaïques et éoliens qui démarchaient sur notre territoire. Et du coup, il y en avait, ouais, j'en totalise 117 là dans mon fichier depuis à peu près 2019. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur du démarchage qui est fait, qui est vraiment énorme. Et là, à ce moment-là, il y avait besoin vraiment de répondre aux, aux besoins de connaissances et d'informations des habitants. Donc c'est à ce moment-là qu'on a fait une charte de bonne conduite. Voilà, j'ai un écho. Notre charte de bonne conduite, elle dit une chose qui est assez simple, c'est on partage les connaissances, on partage les informations et on se dit les choses. J'ai un écho très désagréable. On t'entend bien en tout cas, hein. Ok. Donc là, on voit bien le côté facilitation que peut avoir une collectivité. Voilà. Et du coup, ça répond à une question qui a été posée dans le chat, c'est qu'on on s'est notamment dit que, en fait, dès qu'un propriétaire foncier, dès qu'un maire, dès que n'importe quel acteur public a connaissance d'un projet porté par un développeur, en gros, il me passe un coup de téléphone et je rencontre directement cette personne. Donc ça nous permet de rien laisser passer au travers des mailles du filet, on va dire. On a connaissance à peu près de l'intégralité des projets. Donc ça, c'est la première chose. Donc on se dit les choses, on travaille en bonne intelligence avec les développeurs et avec les communes. Et en septembre 2021, on a voulu aller plus loin avec un schéma de développement chiffré sur les énergies renouvelables, où vraiment on a chiffré des objectifs par type d'énergie dans le but de produire autant d'électricité qu'on en consomme. Je vais faire un petit zoom sur une action qui me plaît beaucoup, qu'on mène depuis 2021. Du coup, le repérage des terrains dégradés, on a souhaité... Oh là, la diapo, elle apparaît bizarrement.
On a souhaité vraiment que le photovoltaïque soit prioritairement sur des terrains dégradés pour éviter tous les terrains agricoles et naturels, enfin le plus possible. Et ça, on s'est vite rendu compte en discutant avec quelques développeurs que c'était très compliqué à faire en fait dans chaque projet, pour chaque développeur, parce qu'il n'y a pas de base de données. La Basias et la Basol, que vous connaissez peut-être, sont des bases de données nationales de terrains dégradés, anciennement industriels, pollués, etc. Moi, mon constat, c'est que, en tout cas sur l'agglo de Guéret, elle est peu fiable. Il n'y a pas beaucoup de résultats. C'est pas forcément très précis, très à jour. Donc voilà, globalement, les terrains dégradés, mis à part voilà, un aérodrome, une carrière, vraiment des choses évidentes qui font plusieurs dizaines d'hectares, celles-là, on les connaît, mais après, tous les autres terrains dégradés, on les connaît pas. Et les développeurs non plus ne les connaissent pas. Donc, ce qu'on a fait là, c'est on a été rencontrer chaque mairie, en fait, individuellement, pour poser la question aux maires qui, eux, connaissent très très bien leur territoire, comme on est en zone très rurale, je vous l'ai dit, ils connaissent l'histoire de chaque terrain, quoi, presque. Et là, ils ont pu me dire, du coup, bah voilà, il y avait une ancienne déchetterie à cet endroit-là. Ici, il y a un gars, il faisait à moitié une activité de casse automobile, mais ça s'est terminé. Ou ici, il y a eu des dépôts sauvages de pneus pendant longtemps, donc le terrain il est tout pourri. Ou, voilà, des choses comme ça, vraiment très précises, ont pu ressortir de ces entretiens. Je vais passer. Du coup, le résultat, c'est que ça a pris pas mal de temps quand même de mener cette enquête, parce qu'à chaque fois, il faut prévoir, faut la logistique des rendez-vous, mais par contre, c'est très apprécié des communes de venir à leur rencontre directement chez eux. Donc, j'ai rencontré les 25 communes de l'agglo, et j'ai trouvé au final 55 terrains dégradés. Euh, alors, la définition de terrain dégradé est aussi assez délicate à trouver, mais les maires, eux, savent ce que c'est un terrain dégradé. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne une définition. En gros, c'est un terrain qui leur pose un souci, quoi. Et après, à moi de voir avec des développeurs si le photovoltaïque, en gros, peut être une réponse à ce souci et d'aller argumenter ensuite auprès des services de l'État que, effectivement, c'est un terrain dégradé. Alors, il ne rentre pas dans la case de la Basias et de la Basol, mais c'est vraiment un terrain dégradé et là-dessus, il n'y a pas eu trop de soucis. Par contre, le résultat aussi, c'est que c'est quasiment que des petits terrains et de moins de 2 hectares, mais j'ai aussi en trouvé entre 5 et 10 qui sont vraiment intéressants. Et je vais vous présenter un exemple maintenant. Donc à ce jour, on a au moins déclenché un projet sur une commune de Savenne. En fait, c'est un ancien terrain de 4x4 qui est possédé par la mairie. Donc, vous voyez le genre un peu tout accidenté avec potentielle pollution aux hydrocarbures, à l'huile, etc. Et donc là, un développeur est intéressé pour faire un projet de 1,15 hectare, 1,4 MW crête, ce qui représenterait, mine de rien, un peu plus de 1% de la consommation électrique de l'agglo. Donc ça, c'est un des rôles voilà, que l'agglo peut mener, c'est de repérer des terrains dégradés. Ensuite, un deuxième rôle que la collectivité peut mener, c'est carrément le co-développement d'un projet. Alors, c'est une chose qu'on a commencé à faire avec un précédent projet photovoltaïque sur la commune de Guéret et la commune de Saint-Fiel. En 2017, on avait des terrains à nous qu'on a fléchés pour un parc photovoltaïque. On a lancé un appel à projet. Il y a eu divers candidats et puis on a signé une promesse de bail à l'un des candidats. Euh, qui a ensuite mené toutes les études. Alors toutes les études, à chaque fois en concertation avec nous sur les choix qui étaient à mener sur le projet. Voilà, en gros, on avait notre mot à dire à chaque fois qu'il fallait orienter le projet dans telle ou telle direction. Est-ce qu'on défriche, est-ce qu'on défriche pas? Est-ce que la zone humide, on l'évite ou est-ce que on la détruit, on la compense? Où est-ce qu'on va se raccorder, etc. Comment on en fait intervenir les écoles là-dedans, comment est-ce qu'on ouvre le projet aux citoyens. Voilà, tout ça, on a eu notre mot à dire, euh, sachant que on a quand même un petit écueil, c'est dans la diapo suivante, s'il te plaît.
Ouais, bon, je vous ai mis voilà, le plan du projet. C'est un projet de 17 hectares quand même pour vous donner un ordre de grandeur. Mais on a eu un petit écueil sur la diapo suivante. C'était sur le financement du projet. En fait, c'est en 2020, du coup, quand le projet a été totalement autorisé, qu'on est passé à la phase de financement, il y a eu du coup une prise de participation de la Com d'Aglo et de la SEM locale, donc la société économie mixte qui s'appelle Elina et qui travaille sur le département de la Creuse et le département de la Haute-Vienne. À nous deux, on a pris 49% du capital, soit 500 000 euros d'investissement. Euh, mais ça a été fait, j'ai envie de dire, uniquement pour respecter les critères du cahier des charges de la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, qui fait des appels d'offres avec un cahier des charges qui avantage les projets territoriaux avec de l'investissement territorial ou de l'investissement participatif. Ça dépend, il y a plusieurs critères, bah, ça a encore changé récemment. Mais là, c'était vraiment l'idée de gagner les points de la creux, en gros, et de gagner le bonus. Donc, on a réussi à négocier d'avoir le minimum, c'est-à-dire qu'on prend, il fallait qu'on respecte 40% de part d'investissement territorial pendant 4 ans, ou pendant 3 ans, je me souviens plus. Et en gros, bah, c'est la seule chose qu'on a réussi du coup à obtenir. Et donc, il est d'ores et déjà prévu que nous soyons sortis du projet en 2024. Ce qui est un peu dommage. Nous, on aurait souhaité rester jusqu'à la fin du projet. Mais bon, c'est comme ça. C'était notre coup d'effet, on va dire. Et donc là-dessus, j'ai quelques enseignements qu'on en a tirés. Diapo suivante, s'il te plaît. C'est de bien définir le souhait de la collectivité en amont. C'est peut-être là où on a un peu pêché, c'est-à-dire on est parti sur le fait qu'on voulait un projet photovoltaïque sur nos terrains. Mais on n'a pas forcément défini qu'on voulait rester, par exemple, dans le capital du projet à telle hauteur pendant toute la durée de vie du projet. Ça, on l'a pas défini au départ. Euh, donc, du coup, c'est une chose qui était assez, enfin, qui était dans nos têtes, qui était dans la tête des élus, mais qu'on n'avait pas, en tout cas, écrit noir sur blanc. Et ça, c'est un des points de vigilance que je voudrais soulever, de bien retranscrire bah, fidèlement les souhaits des collectivités dans tous les documents juridiques qui peuvent être signés, que ce soit la promesse de bail qui est souvent faite au tout début, et qui est en fait le document vraiment engageant, que ce soit dans le bail emphytéotique lui-même ou dans le pacte d'associés, dans tous les documents juridiques de prise de capital, vraiment retranscrire fidèlement les souhaits de la collectivité que vous avez bien clarifié au début, voire dans une délibération, ça peut être fait aussi. Euh, un point de vigilance aussi de bien mettre en concurrence les développeurs, même sur le domaine privé. Il y en a certains qui n'hésitent pas hein, à dire que bah, c'est pas obligatoire de mettre en concurrence sur le domaine privé de la collectivité. Je crois qu'il y a il y a un peu un combat entre le droit européen et le droit français là-dessus, mais en tout cas, moi je vous conseille de le faire. On gagne quand même en qualité des projets et de se faire accompagner maintenant bah, par le réseau des générateurs, par le CRER, par Sirena, par l'ALEC, euh, par Terra Énergie, qui est le fonds d'investissement de la région, par des avocats spécialisés si à un moment il y a des prises de capital à faire. Voilà, c'est vraiment des gros gains et on sécurise bien les choses et on s'assure que le projet est à la fin cohérent avec ce qu'on voulait qu'il soit. Voilà ce que j'avais à dire et puis on va zapper le dernier qui est en fait simplement une étude de potentiel sur un de nos bâtiments, enfin d'un bâtiment d'une commune et puis réalisation en direct par la mairie du projet. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Euh, on va peut-être passer maintenant un temps d'échange. On va se laisser à peu près un quart d'heure pour pouvoir échanger à ce sujet. Et je vais, donc là, n'hésitez pas, je vais enlever le partage d'écran et on va avoir du coup Caroline, ma collègue, qui a récupéré les questions pendant le déroulement du webinaire, ainsi que les questions que vous avez posées en amont. Caroline, qu'est-ce que nous avons comme question? Bon, je commence par une des dernières qui a été posée sur les chats, qui est s'il y a de référentes PCAET transition énergétique au sein des communautés de communes.
Vous voulez que ça s'adressait au CIFEM? Oui, c'est Ouais. pour tous les intervenants. N'hésitez pas à prendre la parole. Ok, en tout cas, pour ce qui est de notre territoire, les situations sont différentes sur chaque communauté de communes. En tout cas, pour ce qui est de référent PCAET, il est présent au sein du pôle territorial Sud-Gironde, hein, qui est le syndicat qui est plus large, à une échelle de 5 communautés de communes, et qui a en interne une animatrice chargée de mission PCAET transition énergétique. Au sein de chaque communauté de communes, les situations sont un peu différentes. On a certaines communautés de communes qui ont absolument personne au niveau énergétique, on va dire, sur la communauté de communes et qui s'appuient donc sur le CIFEM. Et puis des territoires où on a quand même un référent urbanisme, environnement et éventuellement un peu énergie. Et les situations sont assez différentes à ce niveau-là. Et je peux répondre en même temps à la deuxième question qu'il y avait en suivant à quel moment les collectivités sollicitent le CIFEM. Là aussi, c'est assez disparate aujourd'hui, et c'est le message qu'on donne depuis très longtemps. Plus on intervient en amont du projet, et plus on va pouvoir voilà, mettre sur la table des problématiques qui seraient peut-être arrivées plus tard. Donc nous, on souhaite être sollicité le plus tôt possible, et en particulier sur des projets liés à des bâtiments. Quand le CIFEM intervient, alors que les architectes, les maîtres d'œuvre sont déjà là, c'est souvent un peu compliqué. On intervient un peu comme un cheveu sur la soupe quand on a des choses à dire. Autant être là le plus en amont possible pour justement faire ce dont parlait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire bien décrire la demande, la commande publique, et exprimer le besoin des collectivités dès le début, transcrire des fois leurs besoins. Ce qu'ils nous disent ne sont peut-être pas forcément les besoins qui sont réellement ceux-là. Donc voilà, nous, l'idée, c'est d'être là pour intervenir le plus tôt possible, simplifier les choses et mettre sur la table les sujets importants dès le début. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que oui, c'est important d'être là en amont, notamment sur des projets industriels d'énergie renouvelable, si c'est possible, avant que le foncier soit signé. Parce qu'en fait, une fois qu'un développeur a signé du foncier, c'est-à-dire qu'il a signé une promesse de bail avec un agriculteur ou avec un propriétaire foncier, en gros, c'est beaucoup plus dur d'orienter le projet, puisque en gros, ils sont en train de faire leur projet dans leur coin, quoi. Merci. Et je en profite pour poser une autre question qui est si vous avez des exemples des dispositifs et structures développés par des petites communes. Là, on parle de 2500, 3500 habitants. Alors moi, le projet que j'ai présenté, enfin que j'ai présenté en 10 secondes à la fin, c'est un projet qui est porté par une commune de 700 habitants. Donc oui, et il y a des communes beaucoup plus petites qui font aussi des toitures photovoltaïques. La commune de Savène, là, qui va faire un projet sur l'ancien terrain de 4x4, de mémoire, ça doit être 250 habitants. Euh, donc oui, c'est tout à fait possible. Après, nous, on a quelque part quand même la chance d'avoir deux postes ici à la Com d'Aglo pour épauler les communes sur tous ces sujets énergie renouvelable. Mais avec l'appui du système des générateurs, je pense qu'il y a moyen, même pour les petites communes, de travailler sur ces sujets. J'ajouterais aussi à ce sujet-là l'exemple, par exemple, de la commune d'Aigon en Charente-Maritime, donc une commune qui a moins de 2000 habitants et qui a développé un projet de géothermie sur son territoire afin de faire le chauffage de ces bâtiments, donc la salle un petit peu d'exposition, la salle polyvalente, ainsi que les bureaux de la mairie et notamment un restaurateur qui va du coup bénéficier de ce réseau de chaleur. Donc, vraiment beaucoup de projets d'énergie renouvelable qui peuvent être montés à ces échelles entre 3000 et 500 habitants. C'est vraiment des choses qui se font et c'est d'ailleurs peut-être le gros avantage et un petit peu le tournant de la transition énergétique dont on parle, c'est que les collectivités de petite taille peuvent vraiment être impliquées et motrices et produire leur propre énergie. Juste un mot sur ce sujet-là, pardon. Euh, En fonction de ce dont on parle en termes d'énergie, les situations sont un peu différentes. Nous, en tout cas, sur ce qui est de la chaleur renouvelable, en particulier chaufferie bois ou géothermie, on est en train de travailler à ce que plusieurs collectivités se regroupent entre elles pour pouvoir imaginer une structure qui va les aider à mettre en place les installations, alors du chauffage, hein, les exploiter, les alimenter, les entretenir, les maintenir.
plutôt que chaque collectivité et son employé communal qui monte en compétence sur son installation, on est en train d'essayer de créer une structure collective qui permettrait de proposer aux collectivités, voire même le développement des chaufferies biomasse, de la vente de chaleur, la production locale de biocombustibles solides. Je pense que la coopération, la mutualisation des moyens en milieu rural, c'est une des solutions à mettre en œuvre. On s'en aperçoit aujourd'hui puisqu'on exploite des chaufferies depuis une quinzaine d'années. On a vu que ce n'était pas si simple pour une petite collectivité toute seule de porter cette exploitation, vente de la chaleur, puisqu'en l'occurrence, nos réseaux de chaleur, ils sont tous en régie aujourd'hui, hein, dont tu parlais, Mathis, tout à l'heure. On va essayer de regrouper ces régies au sein d'une syndicat intercommunal, une régie, ou en fonction des véhicules juridiques dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, pour pouvoir mettre en place. Merci. J'enchaîne sur une question par rapport à l'agrivoltaïsme. La question, c'était quels étaient les rôles de la commune quand elle est classée dans une zone RNU? Est-ce qu'une délibération du conseil municipal était nécessaire? Et apparemment, c'est parce que dans les cas précis, il y a un investisseur qui projette une installation sur 10 hectares de prairies permanentes dédiées à l'élevage de bovins. C'est un cas précis. Alors, c'est un cas que je rencontre souvent, moi, à l'Agglo de Guéret. Vendredi, j'ai un développeur qui m'a appelé pour 20 hectares sur la commune de Bussière-Dunoise, justement. En fait, il n'y a pas de définition vraiment précise de l'agrivoltaïsme, de qu'est-ce que c'est un terrain agrivoltaïque. Est-ce que si on met des panneaux et qu'on met 3 ruches, du coup, c'est agrivoltaïque? Est-ce que si on en met 5, c'est agrivoltaïque? Est-ce que si on en met 10 plus 20 moutons, c'est agrivoltaïque? C'est vraiment très difficile de trancher à ce niveau-là. Nous, le rôle qu'on se donne là-dedans, c'est d'essayer de voir déjà si le projet il émane d'un agriculteur ou s'il émane d'un développeur, ce qui est quand même complètement différent à notre sens. Si c'est le développeur qui a appelé l'agriculteur et que l'agriculteur a dit oui, je veux bien transformer mon élevage bovin en élevage ovin, on considère que c'est pas vraiment dans ce sens que ça doit marcher. Après, il y a une charte qui a été établie par la Chambre d'agriculture et la CDPENAF en Creuse sur les terrains agricoles. Alors, elle ne dit pas ce que c'est un terrain agrivoltaïque, mais elle donne des garde-fous quand même qui sont importants. Et après, je crois qu'il y a l'ADEME qui a développé un label, enfin pas label, mais une grille de notation des projets agrivoltaïques. Et il me semble qu'il y a une norme ISO qui est en train d'être faite ou qui a été faite. Alors, j'ai entendu dire qu'elle n'était vraiment pas parfaite, mais c'est une base sur laquelle s'appuyer. Et à ce sujet-là, en termes de notes, je rebondis en disant que le CRER, du coup, le partenaire générateur Centre régional des énergies renouvelables, est en train de rédiger une note de positionnement sur l'agrivoltaïsme qui va sortir bientôt. Par contre, je finis sur la demande de délibération. Non, une délibération n'est pas obligatoire pour faire un projet, voire même, en fait, elle n'a aucun poids. C'est-à-dire que la commune n'a aucun pouvoir en termes de photovoltaïque, puisque c'est la préfecture et c'est la préfète ou le préfet qui donne le permis de construire, qui délivre le permis de construire. La commune n'a qu'un rôle consultatif et politique. Elle peut mettre des bâtons dans les roues ou elle peut au contraire faciliter les choses, mais elle n'a pas le pouvoir, sauf si vraiment on est dans le cadre d'un PLU opposable avec des règlements précis sur les énergies renouvelables, quoi, ce qui, nous, n'est pas encore notre et ce qui va être travaillé dans le cadre d'un PLU. Peut-être je reprends juste un commentaire qu'Itchi nous a laissé. On avait Alain Mechta de l'ADEME avec nous, s'il veut intervenir aussi pour compléter cette explication. Vous êtes bienvenus pour enrichir la réponse. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui.
Alain Mesdag, ADEME. Juste très rapidement, parce que je dois malheureusement vous quitter, sur le sujet de l'agrivoltaïque. En effet, l'ADEME a entrepris une étude qui a été rendue publique l'année dernière. Cette étude sur le sujet donc, de l'agrivoltaïsme a pour vocation de proposer une méthode, c'est pas la méthodologie, mais une méthodologie en fait pour expérimenter et voir en effet les différents points qui peuvent être abordés sur un projet de cette nature-là. Et sur cette année, on a la ferme intention, comme dans la plupart des directions régionales de l'ADEME, en partenariat notamment avec le conseil régional, de proposer, de tester cette méthodologie. Encore une fois, c'est une méthode qu'on propose, c'est pas la méthode qui permet en effet de pouvoir qualifier un projet d'agrivoltaïsme ou pas, en fonction d'un certain nombre de paramètres, de critères de qualification. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je peux que vous encourager à prendre connaissance du rapport d'étude et surtout de la synthèse de ce travail qui a été mené au niveau national, mais c'est encore de la théorie. Il faut maintenant passer à la phase active et donc de pouvoir tester au travers de différents projets cette méthodologie. Voilà, et par contre, je vais vous abandonner parce que là, j'ai une petite contrainte. Et merci beaucoup pour cette réunion. Au revoir. Merci. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir prendre peut-être qu'une petite question, Caroline, s'il en reste une, mais on va après devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour les questions suivantes, n'hésitez pas à vous tourner du coup vers les générateurs. Comme je vous disais, si vous êtes dans le nord, la Nouvelle-Aquitaine, plutôt le CRER. Si vous êtes en Gironde, ce sera la LEC. Si vous êtes plutôt dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, ce sera du coup vers Sirena, vers moi qu'il faudra se tourner. Donc, je prends une dernière. Si la création d'un véhicule juridique, donc là, type SEM ou SPL, est-elle indispensable à la multiplication des projets d'ENR et dans quel contexte une collectivité peut-elle s'y limiter à l'investissement direct dans les projets? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une SEM ou une SPL pour intervenir dans les projets? La Pour question, multiplier les projets. Je crois que c'est quand on parle d'aller au-delà d'un projet, quand on va vraiment investir dans le développement un peu plus massif des ENR sur le territoire. Et dans quel contexte elle peut se limiter à l'investissement direct ou avoir un rôle moins important dans la gouvernance. Ok. Alors donc non, c'est pas nécessaire. Nous, par exemple, la com d'Aglo est rentrée au capital du projet photovoltaïque dont je vous ai parlé. On a pris 10% du projet et la SEM en a pris 40%, mais on aurait pu prendre nos 10% tout seul. Il n'y a aucune interdiction là-dessus. Il y a même, ça a été un peu difficile. Il a fallu argumenter avec notre trésorier, mais une fois qu'on lui montre les textes de loi, il n'y a eu aucun souci. Après, sur le développement des projets, tout dépend à quel niveau veut se situer la collectivité. À mon sens, il n'y a pas non plus d'obligation de passer par une SEM. La collectivité peut porter un projet toute seule. Après, forcément, dans une SEM, on a des employés qui sont spécialistes du sujet, donc c'est quand même plus facile si on veut aller plus vite et plus fort et plus loin. Ça me semble assez indispensable de passer par un outil spécialisé, à moins qu'il y ait vraiment une régie hyper musclée, on va dire, dans la collectivité qui soit formée à ce genre de choses. C'est ça. Et la réponse dépend un petit peu aussi de la taille du projet. En effet, quand on a des projets de petite envergure, on peut, du coup, est-ce que tu parles encore, Vincent, ou non, c'est bon temps? Non. Non, c'est bon. Et donc, les projets de petite envergure, on peut vraiment investir directement. Donc là, je vous disais, c'est depuis la loi de la croissance écologique pour la croissance verte, pardon. Depuis 2015, donc ça fait déjà 8 ans que c'est rendu possible juridiquement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci de vos questions qui ont été nombreuses à la fois en amont et à la fois pendant ce webinaire. On espère que la qualité de ce webinaire vous servira pour voilà, réfléchir, se questionner sur ces projets d'énergie, arriver notamment à prendre en main les choses en amont des projets, hein, comme il a bien été répété, pour pouvoir
pour pouvoir maîtriser le développement, en tout cas avoir un pouvoir orienté, avoir un avis critique sur ce qui se passe sur votre territoire. Pour information aussi, nous allons du coup réaliser un prochain webinaire qui sera du coup le 5 avril, enfin qui sera en avril, donc le mois prochain, qui traitera du coup de la planification territoriale dans les projets d'énergie et qui sera organisé par le CRER. Donc si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à venir au prochain, à l'épisode 5 en avril 2023. Vous recevrez les invitations par le même biais que vous avez reçu celle-ci. Voilà, merci à tous de votre présence à ce webinaire et n'hésitez pas à poser des questions, à nous contacter par la suite si vous avez encore des questions. Merci à tous. Merci, à bientôt.